Le 23 juillet, l'Union européenne a adopté le 21e paquet de sanctions contre la Russie, qui est devenu le plus important en termes de nouvelles personnes et entités sanctionnées au cours des 4 dernières années. 218 personnes et entités ont été soumises à des restrictions, dont 170 organisations et 48 personnes physiques. Le nombre total de personnes sous sanctions européennes en raison de la guerre contre l'Ukraine s'est approché de 3000. Le principal impact des sanctions a frappé le système bancaire russe. 94 banques russes et grandes institutions financières ont été visées par les sanctions, dont 33 ont été complètement déconnectées du système SWIFT. En plus, la bourse de Moscou, c'est-à-dire l'organisateur même des échanges dans ce pays, ainsi que l'aéroport Sheremetyevo et 3 autres aéroports régionaux. En plus, 40 éteints pétroliers de la flotte fantôme. À cause de cela, le nombre total de navires sous sanctions approche déjà les 700. Mais le lendemain, le 24 juillet, il s'est passé quelque chose que les analystes n'avaient absolument pas prévu. La Banque centrale de la Fédération de Russie a abaissé le taux directeur. Et cela juste après que Vladimir Poutine l'a publiquement exigé, alors que cela ne correspond absolument pas à la logique économique. Dans cet épisode, nous allons analyser le contenu du paquet de sanctions de l'UE et qui a été personnellement visé, ainsi que les raisons. La décision de la Banque centrale de la Fédération de Russie ressemble davantage à de la politique qu'à de l'économie. Je m'appelle Alexei Petchi, examinons ensemble ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de bien vouloir vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés, donc je vous serai reconnaissant de vous abonner personnellement. Je commence par le secteur bancaire, car c'est là que le Conseil de l'Union européenne a mis l'accent dans le 21e paquet de sanctions. Au sein de l'Union européenne, le paquet de sanctions a été critiqué, car les mesures contre les projets de GNL et l'interdiction de visa pour les Russes ayant combattu ont été retirées. Mais, comme on dit, c'est comme ça. À Bruxelles, ils ont clairement déclaré que cette fois-ci, l'attention principale était portée sur le secteur financier et bancaire russe, en tant qu'institution, à l'instrument de l'économie de guerre russe. Cela signifie que 94 organisations financières ont été soumises à des restrictions. Parmi elles, la Banque Renaissance Crédit, la Banque Nationale Trust, Uralsib, Avangard, Yandex Bank, VB Bank et ainsi de suite. Encore 32 banques ont reçu une interdiction de transaction et 33 établissements sont complètement déconnectés du système SWIFT. C'est-à-dire qu'ils sont privés d'un canal international normal. Et oui, moi aussi, comme vous, j'ai été extrêmement surpris d'apprendre que des dizaines de banques russes utilisaient encore le système SWIFT et avaient le droit d'effectuer des paiements internationaux. Le système russe de paiement en crypto-monnaie AA7 a également été particulièrement visé. C'est un point clé car la Russie tente de contourner les sanctions via des montages liés aux crypto-monnaies. De plus, l'Union européenne a ajouté à la liste 4 autres entités liées à ce système de paiement en crypto-monnaie AA7 et à ses activités en Afrique. Et la mesure la plus marquante, ce sont les sanctions contre la bourse de Moscou. Il s'agit d'un holding boursier, c'est-à-dire l'organisateur des échanges à l'intérieur de la Russie. Et ici, il y a un détail révélateur. Le jour de l'annonce des nouvelles sanctions, les actions de la bourse de Moscou elles-mêmes ont augmenté d'environ 1 à 1,2%. Autrement dit, le marché russe faisait ostensiblement semblant que rien ne s'était passé. Vos sanctions ne nous font que du bien. Ensuite, les secteurs des matières premières et des transports ont également été fortement touchés par les sanctions. Pour le secteur pétrolier, Bruxelles a ajouté à la liste 3 raffineries russes et une raffinerie en Biélorussie. Parmi elles, il y a les raffineries de Kuibychev et de Novokuibychev, ainsi que la société Lukoil Marin Bunker. Mais vous savez, il me semble que les Européens sont un peu en retard avec leurs sanctions, parce que les drones ukrainiens y ont déjà frappé. De plus, le plafond des prix sur le pétrole russe a été prolongé d'1 an supplémentaire. Il reste au niveau de 44 $ et 10 cents par baril, c'est-à-dire il est interdit d'acheter du pétrole russe plus cher sous peine de sanctions de l'Union européenne. D'ailleurs, le prix du pétrole Brent a déjà grimpé jusqu'à 100 $ le baril. En ce qui concerne la flotte fantôme, 41 nouveaux pétroliers sont sous sanctions. Au total, cela fait déjà 673 navires. Près de 700 navires de la flotte fantôme sont sanctionnés. Ensuite, ils ont frappé la métallurgie, l'extraction de l'or et l'industrie du diamant.
Donc sur la liste figurent les sociétés aurifères Vysotchaïchi, Yuj-Ural-Zoloto, Pavlik et Celigrad. Et parmi les énergéticiens, Inter, RAO, EES. En plus, ils ont frappé le secteur des transports, parce que l'aéroport Sheremetyevo et 3 autres aéroports régionaux sont également sous sanction. Il y a aussi dans le paquet de sanctions une concession, dont il faut également parler honnêtement. Parce que tout cela paraît bien sûr beau, mais là vous savez, la trahison est venue d'où on ne l'attendait pas. En fait, dans le 21e paquet de sanctions, une exception a tout de même été maintenue, permettant pendant encore 12 mois le transbordement maritime du gaz naturel liquéfié russe vers des pays tiers. C'est vraiment choquant. Donc selon les sources de Reuters, les pays de l'Union européenne ont ainsi fait preuve de solidarité avec la Grèce, dont les armateurs gagnent pas mal d'argent grâce à cela. C'est précisément sur ce compromis qu'il a été possible de s'accorder sur l'ensemble du 21e paquet de sanctions. Si vous n'avez pas compris, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, les Russes transportent leur gaz naturel liquéfié illégal vers les ports européens. Et là, ils le transfèrent sur d'autres tankers pour le vendre à des pays tiers. Autrement dit, officiellement, l'Europe n'achète pas ce GNL, mais c'est bien dans ces ports qu'il est transféré sur d'autres tankers pour être revendu. Et la Grèce en tire de très bons profits. Voici la déclaration d'Ursula von der Leyen après la réunion. Nous avons fait un pas important vers l'interdiction formelle d'entrée des militaires russes dans l'Union européenne. Elle n'a pas donné de détails, mais c'est une concession. Je rappelle qu'au départ, elle proposait d'interdire l'entrée à tous les Russes ayant servi dans l'armée après le 24 février 2022. Mais l'Italie et la France ont exprimé des doutes. Là-bas, ils ont estimé que cela conduirait à une interdiction générale d'entrée des Russes, ce qui ne serait pas mal. Mais Français et Italiens ont dit non. Ils avaient toujours besoin des petits Russes pour une raison ou une autre. Au final, il n'y a pas d'interdiction, mais une avancée en ce sens. Ursula von der Leyen précise « Nous avons franchi une étape vers une interdiction formelle, mais il n'y en a pas encore. » Maintenant, la liste des sanctions individuelles. Et ici, il y a une bonne nouvelle pour nous. Donc Vladimir Medinsky a été ajouté à la liste des sanctions. Le conseiller de Vladimir Poutine est celui-là même qui a mené les négociations avec l'Ukraine. En 2025, il dirigeait la délégation russe lors des négociations en Turquie. En février de cette année, il représentait Moscou lors des négociations à Genève. Et voici la formulation de l'Union européenne pour justifier les sanctions contre Medinsky. Citation. Medinsky est une figure centrale de la propagande gouvernementale russe. Il est l'auteur de manuels scolaires qui présentent l'Ukraine comme faisant partie du monde russe. Et désormais, Medinsky s'est vu interdire l'entrée dans les pays de l'Union européenne et tous ses avoirs sur le territoire de l'UE sont soumis à un gel. Outre lui, figure sur la liste des sanctions le ministre russe des Sports, Mikhail Degtiarev, le chef de Gazprom Media, Alexandre Joukov, le chef des chemins de fer russes, Oleg Belozyurov, le vice-président de la Banque centrale de Russie, Sergei Belov, l'homme d'affaires Mikhail Goutseriev, le chanteur Alexandre Marshall, le président du comité olympique russe, Stanislav Pozniakov, et ainsi de suite. Et enfin, ils ont ajouté séparément à la liste des sanctions cette ordure, ce salaud russe, le général Roman Demourtchev. Quel nom de famille, franchement. Burk, quelle ordure. Pourquoi une ordure ? Parce que ce Roman Demourtchev, dans ses échanges avec ses proches, sa compagne et ses compagnons d'armes, se vantait de torturer et d'exécuter des prisonniers de guerre ukrainiens. Voilà le genre de créature qui existe en Russie. Et maintenant, le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui et qui en dit plus sur l'état de l'économie russe que tout le reste. Le 24 juillet, le conseil d'administration de la Banque centrale de Russie a abaissé le taux directeur de 25 points de base à 14% par an. C'est déjà la 10e baisse consécutive du taux. Et voici le point clé pour comprendre toute l'absurdité de la situation. Les analystes ne s'attendaient pas à une telle modification du taux. De plus, il y a quelques jours à peine, les banques, au contraire, ont commencé à anticiper une hausse du taux. Et c'est logique à cause de la crise du carburant qui alimente l'inflation.
Les analystes l'ont constaté sur le marché interbancaire et le vice-président de la Banque centrale, Alexei Zabotkin, a même déclaré publiquement le 14 juillet que le régulateur, je cite, n'a pas le droit de fermer les yeux sur la situation des prix du carburant. Autrement dit, selon la logique du marché, il aurait fallu augmenter le taux. Mais le 14 juillet, il y a eu aussi autre chose. Le dictateur russe Vladimir Poutine a déclaré que le taux devait baisser, et il se moque complètement des lois de l'économie. 10 jours plus tard, la Banque centrale a baissé le taux, contrairement aux attentes du marché. L'explication du régulateur paraît aussi assez étrange. En plus, ils affirment « Notre économie va mal, mais nous allons baisser le taux ». Voilà la citation. À la Banque centrale de la Fédération de Russie, on admet les anticipations d'inflation ont augmenté. En juin et juillet, la hausse des prix s'est accélérée, notamment en raison de la hausse du prix du carburant. Au deuxième trimestre, l'économie n'a progressé qu'à un rythme modéré, et les entreprises ont considérablement réduit leurs attentes concernant la demande future et la production. Il est également fait mention d'une réduction temporaire des capacités de production dans certains secteurs. En langage clair, ce sont les effets de nos frappes sur les usines et raffineries de pétrole. La situation est la suivante. Les prix s'envolent, la production chute, les entreprises ne croient pas à la demande future, mais malgré tout, le taux est quand même abaissé. Parce que c'est ce qu'a dit Vladimir Poutine. La prochaine réunion de la Banque centrale de la Fédération de Russie est prévue pour le 11 septembre et à ce moment-là, juste avant les élections, le taux sera de nouveau abaissé. En bref, désormais, le taux de la Banque centrale de la Fédération de Russie n'est plus du tout un indicateur de l'état réel de l'économie. Parce qu'elle est abaissée sur ordre de Vladimir Poutine, en dépit de toute logique et de tout bon sens. Comment le Kremlin réagit-il aux nouvelles sanctions ? Eh bien, aujourd'hui, le porte-parole du Kremlin, Peskov, a qualifié les restrictions contre les banques russes de pression habituelle. La représentation permanente de la Russie auprès de l'UE a déclaré que Moscou préparait des mesures de rétorsion et, comme d'habitude, a promis que ce serait l'Europe elle-même qui en souffrirait le plus. Mais il est intéressant de noter que pendant que les Russes proféraient des menaces, c'est la Chine qui a répondu de manière inattendue à ces sanctions. Les Chinois, à mon avis, ne cherchent même plus à cacher le fait qu'ils essaient complètement de maintenir cette Russie crasseuse à flot. Et aujourd'hui, la Chine a imposé des sanctions contre des entreprises européennes en réponse aux sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Reuters écrit que Pékin a interdit la fourniture de biens à double usage à 14 entreprises de l'UE, y compris Rheinmetall et la société polonaise Vigo Photonics. En Chine, ils ont clairement déclaré qu'il s'agit d'une réponse au 21e paquet de sanctions de l'UE, qui a visé des entreprises chinoises et hongkongaises pour leur aide au complexe militaro-industriel russe. Donc cela donne un schéma assez intéressant, n'est-ce pas ? L'Europe fait pression sur la Russie, et la Chine punit l'Europe pour la Russie, parce que la Russie elle-même n'en est déjà plus capable. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous ? Passons en revue. Le 21e paquet de sanctions frappe là où la Russie a vraiment mal. La déconnexion immédiate de 33 banques de SWIFT, plus le coût porté à la bourse de Moscou et au système crypto AA7, compliquent aussi les paiements pour le pétrole, ainsi que tous ces schémas de contournement. En plus, 41 pétroliers de la flotte de l'ombre. C'est une pression directe, en complément de ce que nos drones ukrainiens font physiquement. Ils attaquent les pétroliers de la flotte de l'ombre. Mais ce qui est révélateur, c'est autre chose. Les sanctions, c'est une pression extérieure. Mais la décision de la Banque centrale de la Fédération de Russie concernant le taux, c'est déjà un diagnostic interne. Quand la Banque centrale, contrairement à sa propre logique et aux attentes du marché, baisse le taux en réponse à une demande politique. Avec l'inflation qui s'accélère à cause de la crise du carburant, cela signifie que l'indépendance du régulateur financier a pris fin depuis longtemps. Et une économie où le taux est déterminé non pas par l'inflation, mais par la volonté du nabo Vladimir Poutine, finit tôt ou tard par arriver à ce que nous observons déjà. Des stations-service vides, des entrepôts en feu, la fuite des capitaux hors de Russie, et ainsi de suite. Mais sur le papier, l'économie semble prospérer. Oui, elle prospère tellement qu'on baisse facilement le taux. Les sanctions de l'UE accélèrent bien sûr ce processus. Nos drones aussi, et ils l'accélèrent très efficacement. Eh bien, il me semble qu'une telle combinaison doit continuer à faire pression sur les Russes. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant.
Vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.